Les Français parlent aux Français, du bout du monde. Bonjour à toutes et tous, bonjour Joël François à Berlin, sous la neige, mais finalement elle n'est pas très loin pour nous non plus depuis quelques jours, alors nous sommes presque à égalité pour une fois. En effet, Jean-Michel, il y a de la neige à Berlin, mais pas beaucoup comparé à Munich. Bonjour à nos invités, également et surtout le professeur Étienne François et Pierre Wolf, qui respectivement représentent le souvenir français à Berlin et en Bavière, avec le professeur François, historien, professeur émérite à la Sorbonne et à l'Université libre de Berlin. Nous parlerons davantage de la Prusse, tandis qu'avec monsieur Wolf, nous allons entrer en Bavière. Bien, en effet, Jean-Michel, la Bavière, je ne sais pas si vous la connaissez, mais c'est une des plus belles régions d'Europe, sans aucun doute, sur le plan économique, une des plus dynamiques. Et c'est un pays où la France et les Français ont toujours été très bien accueillis. Là, un chiffre pour commencer, 13 millions d'habitants, une économie à vocation internationale, un produit intérieur brut de 630 milliards d'euros. L'État libre de Bavière est une région forte au cœur de l'Europe. La Bavière dispose également d'un patrimoine culturel unique, de magnifiques paysages, de meilleures conditions, tant pour le sport que pour le repos, sans oublier évidemment la célèbre hospitalité bavaroise. Alors, la France et la Bavière sont liées de longue date par un partenariat étroit et solide. En Bavière, nous dit le conseiller du chancelier, donc le chef de chancelier de l'État de Bavière, M. Hermann, nous sommes conscients que la France a exercé une influence significative sur le développement de notre région lorsque le royaume de Bavière fut porté sur les fonds baptismaux en 1806. Ce fut avec le soutien de l'empereur Napoléon Ier et c'est le comte Montgelas lui-même, d'origine française, qui jeta les bases de l'ordre politique et administratif de la Bavière en prenant en compte les réformes du Premier Empire français, les orientations importantes dont l'impact se ressent encore aujourd'hui. Alors là, tout est dit. Monsieur Wolf, Pierre Wolf, vous êtes donc en plus le président de la société Montgelas en Bavière. Donc vous êtes l'homme qui articule cette relation privilégiée entre la France et la Bavière, qui s'occupe de promouvoir les Français en Bavière, de promouvoir les Bavarois en France. Et chose que personne ne connaît en France, c'est un personnage qui est une gloire nationale et bien au-delà de la Bavière en Allemagne. Il est bien sûr que c'est comme le père de la Bavière moderne, mais il est inconnu en France. Alors, pourquoi est-il inconnu en France? Oh, il y a plusieurs raisons à cela. D'abord parce que il n'y a plus de descendants de la famille en France. Donc, le dernier descendant, c'est au XVIIIe siècle, du nom Montgelas. Il y a encore de vagues cousins qui sont restés, mais le nom s'est perdu. Et donc, la famille a prospéré en Bavière et ailleurs en Allemagne. Quelques-uns se sont exilés aux États-Unis. Et donc, c'est une première raison. Une seconde raison, c'est que la Bavière étant une des régions d'Allemagne, même si elle veut être un État fédéré, et donc non pas juste une région dominée par la Prusse, mais un État soi-disant libre. Mais vous savez que c'est une mauvaise tradition, mais que la Bavière aime bien laisser courir. État libre, en fait, ça veut dire république. Freistaat, c'est un État franc, affranchi de la royauté. Donc c'est une république fédérée en Allemagne. Et donc c'est vrai que au-delà des frontières bavaroises, Montgelas reste méconnu, sauf au sein du milieu des juristes qui tous, à un moment donné, ont entendu parler de Montgelas quand ils ont étudié les systèmes politiques en Allemagne, l'histoire du droit civil, par exemple, avec emprunt au code civil pour un grand nombre de marqueurs du droit allemand, et puis au sein de la politique, puisque la Bavière se réclame très souvent de ce Montgelas, de ce Savoyard qui a marqué la Bavière en réformant les institutions et le système administratif. Et au sein de l'administration, dans toute l'Allemagne, Montgelas est connu parce que l'administration bavaroise est extrêmement performante. Vous auriez pu tout à l'heure ajouter à votre listing concernant la force économique de la Bavière, aussi la force administrative. Ça a des conséquences très pratiques.
par exemple, lorsqu'il s'agit de demander des subventions au gouvernement fédéral, puisque il y a une partie des finances publiques qui viennent évidemment de Berlin, qui alimentent un certain nombre de projets en Bavière, notamment les infrastructures routières, autoroutières. La Bavière est très connue pour être extrêmement rapide dans le dépôt des demandes, dans l'instruction des dossiers, dans la précision des calculs. Et donc, tout le monde sait, ah ben oui, mais c'est l'administration de Mongela qui intervient et donc qui rafle très souvent l'essentiel des subventions parce que premier arrivé, premier servi. Et même pour certains fonds qui sont abondés par la fédération allemande, il n'y a guère que la Bavière qui arrive à décrocher des subsides. Alors, Voilà un tour d'horizon du poids en Allemagne, mais malheureusement inconnu en France, sauf au sein des Napoléonides, comme on dit, tous ceux qui connaissent Napoléon, qui ont suivi les comment dire, les campagnes de Napoléon en Europe ont entendu évidemment parler de Montgelat. alors, vous m'avez envoyé une magnifique photo qui montre qu'il y a 6 ans, on a fait une statue de 6 mètres de haut en aluminium de Montgelat dans un des plus beaux endroits de Munich. Et l'une des plus belles rues de Munich est la rue de Montgelat. Et pour reprendre ce que vous disiez à l'instant, je crois même que dans cette rue de Montgelat à Munich, c'est là qu'il y a un grand immeuble du ministère fédéral des Finances qui s'occupe de bien des choses, ce qui explique que dans ce domaine, effectivement, la Bavière est toujours à la pointe. Hein. Je l'avais connu aussi une autre époque où le nombre d'énarques bavarois était assez considérable. Du temps de Strauss, les gens partaient en France faire des études et ils étaient capables de tous s'exprimer en français. Donc ça remonte pas au XVIIe, au XVIIIe siècle. Hein. Donc pour revenir à ce que vous dites, parce qu'il y a plein de choses tout à fait intéressantes. La première est de savoir pourquoi un Savoyard est-il allé, disons, avec son capuchon, s'installer, par son père ou de son grand-père, en Bavière. D'abord, il n'y a pas été directement, mais pourquoi? À quoi remontent les Savoyards également du côté français? Comment se fait-il qu'on les a retrouvés plus facilement en Autriche et en Bavière? D'abord, il y a eu beaucoup de Savoyards qui sont partis, qui ont quitté la Savoie pour des raisons économiques. La Savoie était une région pauvre, une région où il était difficile pour des marchands de subsister, et beaucoup sont partis, ont suivi, si vous voulez, les Alpes, hein, pour remonter vers le Bade-Württemberg, ce qui est aujourd'hui le Bade-Württemberg et après la Bavière, et se sont implantés en Bavière. Ce sont des inconnus, mais on retrouve des noms à consonance française encore au sein de la société bavaroise qui rappellent ces liens historiques liés à des raisons économiques. L'autre voie, si je puis dire, de coopération ou l'autre voie d'immigration, c'était l'armée. Et donc, à l'époque, vous savez que les militaires cherchaient les armées qui payaient le mieux. Il n'y avait pas de concept au XVIIIe siècle de nation. Donc, on rentrait au service d'un prince, d'un duc, d'un étranger qui pouvait se payer une armée, qui était souvent la propriété de celui qui la commandait. Et donc, le père de Montgelat, Janus, lui, est allé d'abord en Autriche, s'est engagé dans l'armée autrichienne avant de venir en 1742 en Bavière et est entré au service des Wittelsbach et de leur armée. Et il y est resté jusqu'à sa mort. Ce qui fait que Maximilien de Montgelat, c'est celui dont on parle, qui a sa statue et sa rue à Munich, est né en Bavière, est né à Munich et il est décédé également. Donc en fait, c'était essentiellement le besoin de s'engager dans une armée qui payait mieux qui a fait qu'un certain nombre de Savoyards sont venus. Il y avait aussi la famille Seyssel d'Aix, qui est restée connue parce que le palais qui porte son nom, c'est-à-dire l'hôtel, on dirait chez nous, mais ici on appelle ça un palais en ville, c'est là que se trouve l'Institut français de Munich. Donc ce bâtiment avait été
exproprié à l'époque par l'administration nazie. Et donc, à la fin de la guerre, c'est tombé dans l'escarcelle de l'État de Bavière, comme tous les biens qui avaient été expropriés par l'administration nazie. Et ça a été loué au consulat général de France d'abord, et après le consulat est parti et c'est l'Institut français qui a investi les locaux. Et il est depuis donc la fin de la guerre ou les années 50, l'Institut français réside dans le palais Seyssel d'Aix. Tout le monde connaît, ou beaucoup connaissent en tout cas, la ville de Seyssel au bord du Rhône. Alors, Et bon, une deux troisième choses. famille, Oui, juste Costa de Beauregard, parce que c'est oui. un nom qui est connu en France. L'un des Costa de Beauregard est également venu s'engager dans l'armée des Wittelsbacher en Bavière, et il était commandant de la place forte d'Ingolstadt. Alors, pour revenir à ce que vous venez de dire, il y a deux éléments. Le premier, vous avez fait allusion à ce qu'on a appelé, disons, le service, hein, qui était à l'époque une réalité partout. Le service armé était effectué dans différents États. Je prends l'exemple de la France. La France a bénéficié, pendant son histoire, de quelques 700 régiments étrangers, dont plus de 400 régiments suisses. Et donc, l'image que l'on a en Suisse, on appelle ça le service étranger. C'était la même chose à l'époque. Et à l'époque, il faut rappeler qu'il y avait un lien historique entre la Savoie et le Saint-Empire romain germanique. Oui. Et donc, ça a expliqué pourquoi les Savoyards s'étaient retournés du côté de l'Autriche. Pas trahison pour la France, mais c'est qu'il y avait un lien historique entre la Savoie et le Saint-Empire romain germanique. Donc, le service étranger, les Français aussi allaient à l'étranger, comme des étrangers venaient en France. Tout à Voilà, fait, donc, oui. la défense de la France jusqu'à Napoléon, hein, Napoléon a été le premier à imaginer qu'on crée des régiments français, franco-français. Avant, on avait des régiments étrangers. Et ceux qui ont essayé de sauver le roi Louis XVI, c'était des Suisses. Voilà, bon, cette parenthèse sur le service étranger nous renvoie à l'autre chose que vous dites, à savoir ces Français qui non seulement se sont intégrés, mais ont magnifiquement réussi. Et vous citez le comte de Montgelas, mais c'est, si je ne me trompe, je l'ai découvert grâce à vous d'ailleurs, c'est certainement l'un des deux hommes d'État les plus importants que l'Allemagne, je dis bien l'Allemagne et pas la Bavière, ont pu connaître au XIXe siècle. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, il y a une originalité, si vous voulez, c'est que le comte de Montgelas était un penseur. Il a couché sur le papier toutes ses réformes en 1796, dans ce qu'on appelle le mémoire de Montgelas, le mémoire qu'il avait remis à son patron de l'époque, qui était le comte des Deux Ponts, enfin le duc des Deux Ponts, pardon, des Wittelsbach, quand il est revenu des Deux Ponts en Bavière, et il était en exil à Ansbach. Donc on appelle ça le mémoire d'Ansbach, et dans ce mémoire, il a couché toutes ces réformes, si vous voulez. Et donc, l'originalité tient dans le fait qu'il a mis en œuvre ces réformes lorsqu'il est arrivé après à la position de ministre, ministre-président ou de premier ministre, un super ministre qui allait devenir le roi de Bavière, qui était avant le duc, Max Joseph. Et donc, c'est ça qui en fait son originalité. Des penseurs comme lui, il y en a eu en Prusse. Il s'appelait Hardenberg, il s'appelait Stein, ce sont des noms qui sont connus, qui sont restés. Ils ont fait aussi ils ont initié aussi des réformes, ils ont aussi couché sur le papier des réformes. Ils se connaissaient, Hardenberg, Stein et Montgelas avaient des contacts. Ils étaient tous inspirés par les Lumières. C'était la France, évidemment, servait de référence parce qu'elle avait mis en œuvre au niveau administratif et au niveau politique des réformes empreintes de la raison et des Lumières. Mais Montgelas a réussi parce qu'il avait la confiance de celui qui allait devenir le roi de Bavière, Max Joseph. Il avait sa confiance pour mettre en œuvre ces réformes. Et il partageait avec Max Joseph cette francophilie d'une certaine partie
de la noblesse bavaroise, de la noblesse européenne en général, si vous voulez, mais de la noblesse bavaroise, puisque Max Joseph a été dirigé l'armée du Rhin, vous savez, à Strasbourg. Il était basé à Strasbourg. Son palais est toujours connu à Strasbourg. Il y a le commandant de la place de Strasbourg qui réside dans le palais. Et si vous allez à Strasbourg, rendre visite au commandant, ce que j'ai fait avec plusieurs fois avec des Bavarois, vous verrez comme décoration dans le hall d'entrée des peintures qui rappellent Max Joseph et cette époque. Et quand Montgelas étudiait à Strasbourg, il était évidemment toujours reçu dans ce palais. Donc il y a ce lien avec l'Alsace et avec Strasbourg en particulier. Et s'il y a un endroit, et c'est confidentiel si vous voulez, on parlait de la France qui ne se souvient pas de Montgelas, mais le commandant de la place de Strasbourg, le général qui occupe les lieux, lui connaît Max Joseph de Bavière, le roi de Bavière, et Montgelas. Alors, vous citez également le nom de Stein. C'est vrai que Stein était un homme qui était parfaitement francophone, mais alors lui était particulièrement francophobe, parce que c'est lui qui a monté la Prusse contre la France. Voilà. Là, vous savez qu'il y a eu deux phases avec Montgelas qui défendait avant tout la Bavière. Il a toujours dit que sa patrie, c'était la Bavière. Il n'a jamais renoncé à ce qu'on pourrait appeler la nationalité bavaroise. Encore une fois, ça n'existait pas au XVIIIe siècle quand il est venu, mais se sentir attaché à la terre bavaroise, ça, il ne l'a jamais renié, même s'il ne reniait pas son appartenance à la Savoie, bien entendu, ni culturellement à la France et à la langue française. Il a toujours parlé essentiellement le français. Il parlait très très mal l'allemand. Il fallait qu'il soit traduit. Et donc, il y a eu jusqu'en 1813 l'alliance avec Napoléon et le renversement de l'alliance à partir de 1813 avec un rapprochement des Autrichiens. Mais c'était pour le bien de la Bavière. Et donc, il a évidemment fini par combattre Napoléon à la fin de sa vie. Il s'est retiré en 1817, il a été chassé du pouvoir en 1817, donc pendant 4 ans, il a été de l'autre côté, si je puis dire, fait partie des ennemis de Napoléon après le congrès de Vienne. Alors, on va revenir quand même sur les extraordinaires transformations d'abord de la Bavière et qui ont donné lieu en Allemagne à une rénovation, à une régénération de l'architecture administrative de l'Allemagne. Donc, quelles sont les principales grandes choses que l'on doit au comte de Montgelas? Je dirais il a quasiment tout fait. Il a commencé par une constitution en 1808 qui n'a pas eu le temps d'appliquer, mais la constitution qui a été votée en 1818 s'inspirait à 90% de la constitution qu'il avait publiée en 1808. Donc c'était plus une monarchie constitutionnelle. Il n'était pas encore républicain à l'époque, mais comme en France, il voulait conserver un monarque comme unité, comme ciment culturel, si vous voulez, ou unité de la nation bavaroise, mais non pas dans un système poursuivant comment dirais-je, un système monarchique au sens strict du terme. Donc, il voulait un parlement, il a aboli aussi tous les privilèges de la noblesse dont il faisait partie. Donc, il s'est sabordé lui-même, et les nobles lui en ont toujours voulu en Bavière. Il a supprimé toutes les corporations qui existaient, comme en France, c'est les mêmes réformes napoléoniennes. Il a introduit l'école obligatoire à partir de 6 ans. En 1807, la vaccination obligatoire. On en parle en ce moment. On se réfère à Montgelas qui avait, contre la varicelle, introduit la vaccination obligatoire. Il a créé un certain nombre d'institutions comme l'Académie des Beaux-Arts, comme le cadastre qui se rappelle toujours que Montgelas, qui doivent leur organisation à Montgelas. Il existait un embryon, évidemment, comment dirais-je,
l'administration géodésique avant Montgelas. Mais Montgelas lui a donné le caractère moderne de l'administration tel qu'on le connaît encore du cadastre et l'IGN à Paris, si vous voulez. Ici, c'est mêlé, c'est les deux. Il y a à la fois l'Institut géographique et l'Institut du cadastre, qui sont une seule et même administration. Donc, ce sont des réformes qui ont perduré. Personne n'est revenu sur les réformes de Montgelas. Il a créé l'administration elle-même de Bavière. Parce qu'autrefois, il n'y avait que des conseillers du roi qui exerçaient le pouvoir monarchique. Et donc, il a créé des corps de fonctionnaires qui avaient chacun leurs habits différents. Il faut s'imaginer ça, que dans les rues de Munich, on pourrait immédiatement reconnaître où était un fonctionnaire du ministère des Finances ou un fonctionnaire du ministère de l'Intérieur. Imaginez-vous ça aujourd'hui dans le métro parisien. Euh, donc, mais ça donnait la fierté à l'administration, le pouvoir de l'administration, et donc c'est pour ça que et l'organisation en général du statut de fonctionnaire, c'est dû à Montgelas. De même qu'il avait organisé des concours. Ça s'est perdu maintenant parce qu'on sait que c'est des examens de droit qui donnent accès à l'administration, mais à l'époque, on appelait ça concours, du mot français concours, et donc c'était une voie de recrutement des fonctionnaires, du moins comme maintenant, enfin autrefois l'ENA, puisqu'il faut en parler au passé, comme elle n'existe plus en tant que telle, mais ce qu'était l'ENA pour les fonctions de direction de l'administration. Alors, Donc, c'est vraiment dans tous les domaines, on peut multiplier tout ça, l'organisation de l'école, l'organisation de l'université, des examens, de tout ce que vous voulez. Ça remonte à Montgelas, hein, et donc c'est pour ça que l'administration, enfin les décideurs administratifs lui en sont reconnaissants, là, parce il a que effectivement. sans cela, la Bavière n'aurait sûrement pas le poids qu'elle a actuellement. Le deuxième volet de son action, à part l'administration, à part les réformes des structures de l'État, ça a été l'unité du pays. Et ça, c'était jusqu'en 1813. Son alliance avec Napoléon lui a permis de réunir sous l'autorité des Wittelsbacher un certain nombre comment dirais-je, de possessions de différentes comtes ou barons ou autres. C'était très très morcelé à l'époque. Tout le monde sait que l'Allemagne était constituée d'une myriade de territoires. Et donc la Franconie, par exemple, où est né l'actuel ministre-président Söder, n'appartenait pas à la Bavière, hein, c'était indépendant. Donc il a réuni la Franconie, il a réuni une partie de la Souabe, de la Souabe bavaroise. Il y a la Souabe et la Souabe bavaroise, c'est-à-dire Augsbourg jusqu'à Neu-Ulm. Oui. Ça a été l'œuvre de Montgelas, et donc jusqu'à Coburg, qui était resté, lui, seulement en 1924 et a rejoint la Bavière, mais l'essentiel du territoire bavarois tel qu'on le connaît maintenant, ça a été façonné par Montgelas. La seule chose qui a dû être redonnée, si vous voulez, c'était ce qu'on appelait les territoires sur la rive gauche du Rhin, c'est-à-dire qu'il y allait une partie de la Sarre, le Palatinat, qui était des départements bavarois, puisqu'il avait imposé après le système administratif français des départements dans tous ces territoires, et donc il y avait des départements bavarois qui avaient une frontière commune avec la France. Comme il y avait à Mayence, ce département du Mont-Tonnerre. Voilà. Voilà. Alors attendez, donc ce que vous dites très intéressant. Donc effectivement, le comte de Montgelas a non pas restructuré, mais il a structuré la fonction publique bavaroise, Oui, oui, qui est devenue le modèle allemand. oui, Mais dès 1808, quand il a donné à la Bavière cette première constitution moderne, il faut dire ce qu'il avait à l'époque voulu, l'abolition de toutes les reliques du servage qui avaient survécu jusque-là. Ça n'est pas oui, rien. oui. En 1812, la torture est abolie par l'introduction d'un nouveau code pénal fondé sur des normes humanitaires modernes. La scolarisation, vous l'avez dit, la vaccination, vous l'avez dit, et le service militaire ont été rendus obligatoires par Montgelas. Cette administration bavaroise était entièrement réorganisée autour d'un cabinet centralisé de ministère moderne qui remplaçait les chambres de l'époque. Donc, Montgelas a également favorisé le libre-échange sur le plan économique en faisant abolir tous les péages qui existent dans le royaume de Bavière.
Et il a conçu et mis en œuvre également le Dienst pragmatique, un règlement pour les fonctionnaires qui a servi de Voilà. modèle à toute la fonction publique. Alors ça, ce Mhm. Dienst pragmatique, qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui? Ben, c'est le statut du fonctionnaire. C'est tout ce qui fait un fonctionnaire. Le droit à pension, par exemple, l'indépendance du fonctionnaire, la structuration, la hiérarchie de l'administration, l'organisation en service, tout ce qui fait l'administration moderne, qu'on est en train de numériser, mais l'essentiel reste. Qu'il y ait moins de papier, c'est une chose, mais la structure demeure. Alors, il y a un autre aspect de l'homme qui n'est pas connu davantage, c'est que cet homme était particulièrement pas proche de la religion, même si c'est lui qui a donné la liberté à tous les cultes. Il a été le premier en Allemagne. Voilà, tout Le à fait. premier. Et en Mais malgré particulier, cela, il a estimé que l'Église catholique était trop puissante en Bavière et qu'il fallait la réduire. Alors, que peut-on dire là-dessus? oui, en fait, il a appliqué ce qui s'est appliqué partout en Europe et en Allemagne aussi, en Autriche de manière encore plus radicale, c'était la sécularisation des biens du clergé. Donc, c'est une décision qui a été prise au sein de la Diète à Regensburg, à Ratisbonne, dont faisait partie la Bavière, la Bavière y était représentée. Donc, en fait, il a appliqué des décisions qui avaient été prises par les Wittelsbach au sein de la Diète permanente allemande à Ratisbonne. Simplement, il a eu des fonctionnaires qui étaient sous ses ordres, qui ont été particulièrement zélés. Donc, c'est au niveau de l'application que beaucoup de choses lui ont été reprochées, si vous voulez. C'est-à-dire, lorsque ils ont confisqué les biens du clergé, on a connu ça en France aussi, c'est-à-dire aller dans les cloîtres, prendre les livres, prendre l'or, prendre tout ce qui constituait les biens mobiles du clergé. Certains se sont enrichis eux-mêmes. Il y a des noms comme Branca ou d'autres qui sont restés dans l'histoire comme ayant été aussi des profiteurs de cette sécularisation, mais l'État même est reconnaissant à Montgelas. Pourquoi? Parce que vous n'auriez pas la richesse de la Bibliothèque nationale bavaroise, qu'elle s'appelle comme ça. On a aussi le mot de national dans certaines institutions bavaroises pour rappeler qu'il s'agit d'une institution couvrant l'ensemble du territoire de la Bavière et faisant référence à ce qu'on peut appeler une nation bavaroise. Et donc, elle est parmi les plus importantes au monde. La Staatsbibliothek, aussi important que notre bibliothèque nationale en France ou le musée de Washington ou à Moscou. Et donc, c'est parce que Montgelas a rassemblé tous les biens du clergé. La bibliothèque, c'était une richesse formidable, pour les concentrer et les remettre au service des citoyens bavarois via des institutions de l'État de Bavière. C'était la même chose pour les œuvres d'art. Vous avez, si vous étiez à Munich, vous avez vu les musées qui existent ici, qui sont d'une richesse extraordinaire. C'était essentiellement des biens sécularisés qui ont été rapatriés dans ces organismes et mis au service du peuple. Donc, ceux qui ont évidemment été spoliés, c'était essentiellement les congrégations monastiques, parce que le clergé séculier a été reconnaissant à Montgelas, parce que Montgelas a essentiellement attaqué les ordres qui possédaient la terre, qui possédaient les biens mobiliers et donc qui exerçaient aussi un pouvoir considérable sur les paysans. Pour les paysans, Montgelas a été le libérateur. Et c'est comme ça que l'agriculture s'est développée en Bavière d'abord. Oui. Et donc, évidemment, c'est toujours, par exemple, dans comment dirais-je, dans les régions un petit peu plus agricoles en Bavière, et il y a toujours ce double sentiment. D'une part, les paysans savent qu'ils ont été libérés du joug des cloîtres par des moines par la Bavière, mais d'un autre côté, ils étaient tous attachés à leur culte catholique.
aux traditions que vous connaissez. Il y a les cavalcades de la Saint-Léonard, il y a toutes les processions qui existent pour la fête Dieu, etc. Donc ça structurait la vie à la campagne. Ça structure toujours d'ailleurs, hein, avec les habits que vous connaissez, etc. Donc ce côté-là, les paysans n'ont pas apprécié que ça disparaisse, si vous voulez. Parce que Montgelas était contre ces traditions, hein, Alors, était pour le laïcisme. Et donc, d'un côté, oui, le point de vue fiscal, c'était très bien, mais du point de vue de la tradition, c'était pas très bien. Et cette ambiguïté demeure de nos jours. Il y a alors, toujours des parties de la société qui rejettent Montgelas à cause de ça, puisqu'il aurait, si vous voulez, attaqué d'une certaine manière de ce qui faisait une partie de l'identité bavaroise. alors, vous êtes Pierre Wolf, le président de la société Montgelas pour la promotion de la coopération franco-bavaroise. Ça veut dire que là, on parle de 2021. Ça veut dire que l'image de Montgelas est toujours bien vivante en Bavière, mais ça veut dire aussi que la coopération franco-bavaroise est toujours une réalité. C'est toujours une réalité, c'est vrai. En tant que société Montgelas, on avait proposé, vous avez évoqué 1806, la création du royaume de Bavière, et ça a été l'occasion pour nous d'initier une grande exposition d'archives binationales avec les archives de France et les archives de la Bavière. C'est la première fois que les deux administrations ont coopéré pour faire une exposition autour de 1000 ans de relations franco-bavaroises. Donc, pour revenir à ce que vous dites, c'est des relations anciennes. Alors, elles ont été évidemment de nature différente. Il y a des relations qui sont liées à l'expansion du culte religieux et des monastères. C'est une réalité. Il y a la politique de mariage des grandes maisons d'Europe, des maisons nobles d'Europe. On parlait de la Savoie, mais la Lorraine, il y a différentes grandes familles de la noblesse européenne qui ont des stratégies de mariage. Hein, ça se fait toujours d'ailleurs, mais il n'y a pas d'influence comme à l'époque pour ce qui est du développement des États et des territoires. Et une autre chose, ça a été évidemment la politique d'alliance, hein, qui a structuré également les relations entre les deux pays, et les échanges artistiques, d'artisans, etc., d'artisans d'art, ça a toujours été, mais c'était particulièrement important. Vous qui êtes un bon connaisseur de Munich, vous avez dû découvrir les jardins à la française à Munich. Oui. Il y a des jardins à l'anglaise, mais il y a beaucoup de jardins à la française pour les châteaux. On parle de Louis II de Bavière qui a voulu imiter Versailles, vous savez, à Herrenchiemsee. Un Donc, magnifique château, oui. voilà. Donc, il y a eu ces échanges intellectuels, hein, on va dire architecture, etc. Il y a eu aussi un échange du point de vue scolaire. Peut-être une petite anecdote mais intéressante parce que elle montre la pérennité des choses. Montgelas a créé ici ce qu'on a appelé, enfin sur le modèle des maisons d'éducation de la Légion d'honneur. Vous connaissez à Saint-Denis, il y a le lycée de la Légion Oui. d'honneur, et donc ça a servi de modèle pour développer des établissements de ce type pour jeunes filles, puisqu'il n'y avait pas d'éducation euh, pour les jeunes filles à l'époque, l'éducation générale pour les jeunes filles. Donc Montgelas a transformé ici à Munich une école confessionnelle pour jeunes filles en un Max Joseph Stift, donc qui existe toujours. Ce qui est intéressant, en 1813, ça a été créé, et cette école, qui est toujours une école de jeunes filles, avec un internat pour jeunes filles, qui a évidemment évolué du point de vue du cursus scolaire, hein, mais ça reste, et sont toujours très liés évidemment aux maisons d'éducation de la Légion d'honneur. Il y a des échanges qui demeurent, mais donc c'est ce côté également structuration de l'offre scolaire est resté à travers cet exemple, hein, qui est toujours bien vivant à Munich. Alors, nous Donc, avons de nos parlé, jours, oui, pour revenir à nos jours, donc ça c'est l'historique si vous voulez, évidemment, ce qui s'est développé sont les relations économiques, indépendamment
du pouvoir en place, si je puis dire. On parlait des Savoyards qui sont venus travailler ici au XVIIIe siècle, hein, et au XIXe siècle aussi. Donc ça, c'était des initiatives privées, mais évidemment, au XXe siècle et maintenant, XXIe siècle, les relations continuent de se développer. Vous avez parlé de Strauss, vous étiez dans la réunion des étudiants où Strauss se trouvait aussi. Strauss qui a développé l'aéronautique en Bavière et donc par là même s'est appuyé aussi sur la technologie française. Et donc, dans tout ce qui est l'aérospatial, l'aéronautique, l'armement, les relations économiques entre les deux pays sont très puissantes. Et de nos jours, c'est évidemment les nouvelles technologies qui se développent. L'intelligence artificielle, il faut savoir qu'a été créé un institut de niveau fédéral franco-allemand, mais implanté à la TU à Munich, parce qu'il y a cette base de coopération franco-bavaroise dans le secteur de la recherche. L'une des premières à l'époque moderne qui a signé un contrat de coopération en matière de recherche universitaire, c'est une certaine Valérie Pécresse. Alors justement, il y a deux régions qui sont les symboles. Quand vous avez parlé d'aéronautique, j'ai vu tout de suite, vous avez vu la réaction de Jean-Michel Poulot. Quand on est responsable du MAG Aéro, l'aéronautique, tout de suite, bon. Et effectivement, parmi les deux régions dans lesquelles la coopération est la plus importante entre la Bavière et des régions françaises, il y a l'Occitanie, Jean-Michel. Cette Occitanie, donc le cœur de l'industrie aérospatiale française, comme vous le savez, et l'Île-de-France, qui également joue un rôle de leader dans les domaines de la transition numérique et de l'intelligence artificielle, comme M. Wolf vient de le rappeler. Alors, il y a un très grand nombre de coopérations économiques et scientifiques entre l'État libre de Bavière et la France. Il y a plus de 400 jumelages entre la Bavière et la France. Ça n'est pas rien. Donc, est-ce que cette excellence, est-ce que cet attrait que la France a pu exercer sur la Bavière est toujours valable aujourd'hui? Parce que l'influence française, hélas, décline. Elle décline dans d'autres pays. Je prends l'exemple de pays d'Europe centrale et orientale où la France a été pendant longtemps le miroir, que ce soit la Tchécoslovaquie qui a été créée à Paris, que ce soit la Pologne, ce sont des pays qui regardaient vers la France. Et puis, de déception en déception, on a vu que le modèle français, finalement, n'est plus celui qu'on va chercher. Alors, vous parlez du modèle économique. Oui. Du modèle économique. Bon, si tant est que c'est jamais été un modèle, hein, mais bon, on a plutôt été un modèle politique, un modèle administratif, mais je pense dans l'histoire un petit peu moins un modèle économique. En revanche, on a des entreprises qui sont choyées en Bavière, qui sont bien connues. BMW travaille avec des grosses entreprises françaises, comme toute l'industrie automobile, et ils sont extrêmement liés de nos jours avec les sous-traitants qui viennent de tous les pays, mais quand il y a un champion en France, il est évidemment comme Plastic Omnium autrefois, maintenant ça s'appelle, je ne sais plus comment, mais ça a changé de nom. Enfin, ces entreprises-là sont toujours bien présentes en Bavière. Non, il y a deux choses. Vous avez évoqué les jumelages. Bon, les jumelages, c'est quelque chose qui souvent prête un petit peu à sourire, etc. On se dit oui, bon, c'est choucroute, saucisse et bretzel, hein, on s'échange ça, mais c'est une réalité sociétale qui demeure, qui est importante. Il y a plusieurs centaines, il y a 400, 430 jumelages à peu près, et ce qui est ignoré, c'est que ça continue de se développer. Vous avez un nouveau jumelage tous les 4 à 5 mois à peu près, même entre la Bavière et la France. Donc c'est un modèle qui continue à se développer. Avec la création du fonds citoyen, le fonds franco-allemand citoyen, il y a 2 ans maintenant, il y a de l'argent qui coule pour développer les échanges entre citoyens. Donc c'est toujours un phénomène sociétal important qui se développe, qui entraîne aussi les jeunes avec comment dirais-je, des projets qui ont changé de nature. Évidemment que de nos jours, pour attirer les jeunes, il faut de l'humanitaire ou de l'écologique. Et donc, c'est souvent ce qui se passe, voire en pays tiers. Vous avez des projets franco-allemands de jeunes qui vont développer des projets en Afrique ou qui développent des projets de nature écologique dans un pays tiers, ce qui est possible aussi.
Donc ça, c'est une chose. L'autre chose qui a marqué le pas, c'est pour rebondir ce que vous disiez, c'est plus au niveau des échanges politiques. On parlait de Strauss. Strauss était un grand connaisseur de la France. Il avait ses sbires entre guillemets qui avaient les contacts avec la France dans beaucoup de domaines. Hein. Les gaullistes et la CSU ont coopéré très longtemps. Et puis tout ça, c'est un peu distendu, si je puis dire, sous la pression des Américains. Il faut pas l'oublier. La Bavière a été une zone d'occupation américaine. Donc le pouvoir après la guerre était détenu par les Américains qui ont petit à petit libéralisé les forces économiques bavaroises, mais à certaines conditions, c'est-à-dire de maintenir un étroit contact avec l'économie américaine. Donc la Bavière regarde, et encore maintenant, je vous l'écrivais, je crois, récemment, regarde encore beaucoup vers les États-Unis. Non seulement parce que c'est un facteur important dans la balance commerciale, l'aéronautique ou autre, c'est un facteur important dans l'export, mais pas seulement, tout ce qui est produits manufacturés bavarois, tout ce qui est mécanique, etc. Beaucoup de produits sont exportés vers les États-Unis. Donc, ce qui fait qu'il y a une certaine dépendance et en même temps, c'est les Américains qui ont appris la démocratie à la Bavière moderne, hein, qui ont voulu éradiquer le virus brun du nazisme dans les esprits des décideurs bavarois. Donc, ils ont remplacé ça par des contacts plus ou moins forcés, en tout cas soutenus avec beaucoup de dollars, pour que les relations soient pérennes également entre la Bavière et les États-Unis. C'est un facteur important. L'autre chose est évidemment que la Bavière n'a pas de frontière avec la France, mais avec les pays de l'Est, donc, et surtout avec la République tchèque, où vivaient beaucoup d'Allemands. Les Allemands des Sudètes, c'est aussi un sujet peu connu en France. On dit souvent que c'est les pieds noirs allemands, mais c'est difficilement comparable. Mais en tout cas, les Sudètes qui sont revenus après la guerre en Allemagne de l'Ouest, qui ont eu du mal à être intégrés, hein, mais ce qui fait qu'il y a des relations particulières entre la Bavière et la République tchèque. Donc, avec des choses... Tchèque, on en a souvent parlé ici. Donc, oui. Il y a deux grandes provinces. Il y a une troisième qui, disons, est limitrophe également avec la Pologne. Bon, mais les deux principales provinces, donc, c'est la Moravie, qui est, disons, plus proche de la Slovaquie et qui, elle, oui. est assez différente. Et puis, oui. il y a une province qui était très germanique. Donc, c'était la zone Karlovy-Vary au nord, donc l'ancienne Karlsbad, jusqu'à Prague. Donc, cette histoire européenne était commune. Donc, effectivement, ce lien était ancien dans l'Europe. Et la Bavière a toujours eu un rôle très important dans toute cette Europe centrale au cours des 2 derniers siècles. Ça n'est pas récent, c'est ancien. Non, tout à fait, tout à fait. Donc, ces liens se sont encore plus développés maintenant au sein de l'Union européenne, ce qui a permis d'arrondir les angles, puisqu'il y avait quand même, avec les décrets de Pénèche, je ne sais pas si c'est un nom qui est connu en France, qui a expulsé les Allemands de la Tchéquie à l'époque, de manière brutale, du jour au lendemain. Oui. Tout le monde a dû faire ses bagages et revenir en Bavière. Et donc, Monsieur Wolf. Oui, donc, au-delà de l'ambassade à Prague, hein, je disais, il y a des relations avec Israël. Je tenais à rappeler ça, qui se développent actuellement de manière assez intense, assez importante, évidemment, avec en arrière-fond Dachau, avec en arrière-fond un certain nombre tout le poids du passé nazi qui a marqué évidemment la Bavière. Donc une sorte de volonté de rachat, si je puis dire, après ces événements, et un développement auprès des jeunes, auprès de grandes couches de la population, de ces relations spécifiquement avec Israël et avec la société israélienne en général, les organisations juives, bien évidemment, en Bavière, ça va de soi. Mais c'est plus que cela, si vous voulez. Donc voilà, États-Unis, pays de l'Est et Israël. C'est plus ce qui a marqué les relations extérieures de la Bavière après la Seconde Guerre mondiale, plus que
les relations avec la France qui ont marqué l'avant Seconde Guerre mondiale, si vous voulez, hein, où c'était plus développé. Même le personnel politique bavarois a très peu de contact avec la France. Par exemple, le ministre-président Söder a très peu d'expérience de séjour en France. Il ne fait pas partie des jeunes qui ont participé à des échanges dans le cadre de l'Office franco-allemand pour la jeunesse ou des choses comme ça. Donc il y a une méconnaissance du pays qui fait que il n'y a pas un contact naturel qui s'opère. Alors actuellement, pour boucler la boucle et venir à l'époque moderne et actuelle, ce qui est un modèle non pas économique général, mais qui est un modèle de développement qui intéresse les Bavarois, c'est tout ce qui tourne autour des start-up en France. Il y a Berlin où ça se développe pas mal en Allemagne, mais ailleurs, si ce n'est en Angleterre bien sûr, mais la France fait quand même référence dans ce domaine, dans le domaine du développement de l'intelligence artificielle, dans le domaine du développement de nouvelles technologies liées à l'informatique. Et c'est quelque chose qui est actuellement très attrayant pour la Bavière, qui elle-même est en pointe sur ces sujets. Donc la Bavière aime bien se lier toujours au meilleur, dans le monde entier en général, donc en Europe aussi. Et si la France apparaît comme étant dans certains domaines en pointe et la meilleure dans sa série, si je puis dire, la Bavière s'intéresse à nouveau à la France. Alors, C'est vous un avez dit tout développement à l'heure, actuel. vous avez parlé, Pierre Wolf, tout à l'heure des ambassades de Bavière. Bon, Oui, nous parlons de Montgelas, et l'une des rues attenantes, la rue de Montgelas à Munich, est la rue Breil. Alors là, c'était pas un Savoyard, c'était un Normand qui, je me souviens bien, je ne l'ai pas connu à l'époque, d'après ce qui m'a été dit, a été ambassadeur du royaume de Bavière à Moscou. Donc les Français qui ont réussi en Bavière, il y en a beaucoup, je l'ai cité quelques-uns tout à l'heure. Mais il y a quelque chose dans ce mot d'ambassade de Bavière. Quand j'étais à Bruxelles, au marché commun, j'ai vu s'installer un jour une Bayerische Vertretung, c'est-à-dire une ambassade de Bavière ou une représentation bavaroise. Mais c'était un immeuble conséquent. Et un jour, je devais interviewer le ministre-président de Bavière à Berlin, et on m'a donné rendez-vous à la Bayerische Vertretung. Je dis, tiens, moi, ça doit être une adresse, je connais pas une grande rue, je sais pas ce que c'était, mais la Bayerische Vertretung à Berlin, c'est quand même aussi grand que le Quai d'Orsay, physiquement. C'est un ensemble assez massif, vous voyez. Et nous avons en commun une amie à Munich qui est en quelque sorte ambassadrice de Bavière au Québec. Ça veut dire quand même que cette relation, elle existe, peut-être pas directement avec la France, mais souvent encore avec des Français. C'est une chose que l'on ne voit pas en France, et c'est vrai également à Berlin. Il y a de nombreux Français qui réussissent magnifiquement au sein des institutions allemandes et que les Français ignorent. oui. Alors évidemment, il faut être prudent dans le choix des mots. Nous disons ambassade, Botschaft en allemand, mais c'est vrai que c'est un terme qui ne peut pas être utilisé juridiquement. La Bavière n'a pas d'ambassade. Elle n'a pas le droit d'en avoir selon le droit fédéral. Donc elle a des représentations, Vertretung, ou des bureaux. Donc elle a, comme tous les autres Länder, évidemment une représentation à Berlin, et ce n'est pas singulier, tous les Länder en ont une. Elle a en revanche, ce qui n'est pas le cas des autres, des bureaux. Donc à Prague, c'est presque une représentation, c'est plus qu'un bureau, c'est presque comme à Berlin, si vous voulez, c'est très nouveau, mais toujours avec, si vous voulez, la bénédiction de Berlin. Si ça a été créé, c'est quand même pas contre la politique fédérale, évidemment, mais la politique fédérale reconnaît qu'il y a des liens particuliers interrégionaux, si je puis dire, et qui donc sont soutenus par la fédération. La Bavière vient d'ouvrir aussi un bureau à Addis Abeba. Il n'y a pas qu'en Europe, n'est-ce pas? Donc elle développe, le ministre-président Söder s'est rendu à Addis Abeba avec une délégation de forces de l'économie bavaroise, négocier un certain nombre de contrats et à une représentante comme Madame Gauzy à Québec, si vous voulez, c'est une femme
qui représente la Bavière à Addis Abeba en permanence et développe des contacts de nature économique. C'est un développement un peu récent. Ce qui a précédé ce développement, c'était les bureaux de la fondation Hans Seidel. Si vous êtes à Munich, vous savez qu'il y a une fondation politique qui s'appelle Fondation Hans Seidel, comme il y a la fondation Konrad Adenauer de la CDU, il y a la fondation Hans Seidel pour la CSU. Donc c'est une fondation à caractère politique et qui entretient un certain nombre de bureaux à l'étranger. Et donc, dans l'histoire, F. Strauss s'est beaucoup servi de cela. Partout où la fondation des bureaux avaient une représentation, la Bavière s'en est servie comme bureau de représentation inofficiel. Et là, il y en avait partout. Partout, sauf au sein de l'Union européenne, qui était un tabou, un non-dit. La Hans Seidel n'en a pas ouvert, sauf depuis 2 ans maintenant, ça va être la 2e année, où la Hans Seidel, qui a changé de direction, c'est Markus Ferber qui est maintenant le président, a décidé d'ouvrir un bureau à Londres et un bureau à Paris. Donc vous avez maintenant un directeur que je connais bien, c'est un jeune qui est en train de monter un bureau de la fondation Hans Seidel à Paris. Alors moi, j'ai bien connu pendant 37 ans, puisque j'y allais pratiquement chaque mois, à peu près 8 mois par an, à la Fondation de Stiftung, à Wildbad Kreuth, dans un des 4 châteaux royaux de Bavière. Oui. Où on avait des séminaires de très haut niveau, oui, avec tous les experts du monde entier qui passaient les uns après les autres pour aborder toute une série de questions sur le plan du renseignement, sur le plan de la défense, oui, sur le plan stratégique, sur le plan politique. C'était remarquable. C'était une pépinière extraordinaire. Et puis, il y avait aussi ce château, j'allais malheureusement trop peu souvent, qui a été une des folles acquisitions de Franz Josef Strauss. Alors là, c'est un château qui rappelle Versailles, qui est un ancien monastère. Et chaque fois que j'y suis allé, pas assez à mon gré, je me perdais tellement c'était tellement grand. Vous voyez à quoi je fais allusion? Banff. Le cloître de Banff, mais c'est quelque chose de monumental. C'est magnifique. Et juste à côté, d'ailleurs, l'église, c'est presque une cathédrale, qui appartient à ce domaine. Mais le cloître de Banff est quelque chose de féerique avec 330 chambres. Et je regrettais parce que c'était trop loin de Munich. Il y avait près de 100 kilomètres. Ça, pour Munich, c'était vraiment trop. Alors que l'autre, le Wildbad Kreuth, c'était à 70 kilomètres avec l'autoroute, ça allait plus vite. Je l'ai beaucoup regretté. Mais bon, je vois que Jean-Michel a appris beaucoup de choses sur la Bavière, qu'il a des questions à vous poser. Oui, j'ai des questions à vous poser, mais j'ai aussi des informations à vous donner. Figurez-vous que finalement, quand on est en Béarn, on n'est pas si loin que cela de la Bavière, puisque dans une de nos communes du Béarn, qui s'appelle Arthès de Béarn, qui compte 1855 habitants... Qui est jumelée avec la Bavière. Voilà, je vois que vous êtes bien informé, mais j'informe notre ami Joël François, donc je disais, nous ne sommes pas très loin de la Bavière, parce que le village d'Arzac a une association qui s'appelle le CREPA, le Comité des Relations Extérieures du pays d'Arthès. C'est du sérieux. Et il y a quelques années, un jumelage a été célébré. Alors, vous me ferez grâce de la prononciation et vous corrigerez le cas échéant. Arthès s'est jumelé avec la ville de Bogen. C'est bien, Bogen, c'est bien prononcé, Jean-Michel. Oui. Voilà, donc vous voyez que les relations sont toujours entretenues entre la France et la Bavière, en sens inverse. Oui, ça fait partie des 450 communes jumelées. Alors, par le jumelage, le premier jumelage franco-allemand, ça me rappelle un souvenir personnel. Mon père était préfet à l'époque à Dijon, en 1959, et le général de Gaulle avait reçu à Colombey-les-Deux-Églises, chez lui, donc, dans sa demeure privée, il avait reçu le chancelier Adenauer. Et parmi les échanges, les idées qu'ils ont eues, ça a été d'échanger les jeunes. Donc, le général trouve que c'est une très bonne idée. Le lendemain, il rentre à l'Élysée et il convoque mon père, qu'il avait connu pendant la guerre et après la guerre, et il lui dit, alors, Monsieur Dumont, je compte sur vous pour organiser des échanges avec l'Allemagne. Mon père, avec l'Allemagne? Ah bon? Et quels échanges? Des échanges de jeunes. Bien, mon général. Et justement, je veux que la Bourgogne donne l'exemple.
Bien, mon général, c'est-à-dire qu'on a tendance à dire à vos ordres, mon général, c'est ce qu'il a fait. Alors, mon père, après, est allé voir le ministre de l'Intérieur, qui ne savait pas pourquoi mon père avait été convoqué. Il lui dit, voilà, le général veut que je m'occupe d'échanges entre la Bourgogne et la Rhénanie-Palatinat. Pourquoi? Parce qu'Adenauer avait un très bon ami, qui était le ministre-président de Rhénanie-Palatinat, qui était d'ailleurs l'oncle de M. Altmaier, qui était jusqu'à il y a quelques jours l'un des hommes les plus proches de Mme Merkel comme ministre d'État ici à Berlin. Et c'est ainsi qu'est né le premier jumelage entre la Bourgogne et la Rhénanie-Palatinat. Et lorsqu'il y a eu le premier voyage inaugural, le chanoine Kier, que j'ai bien connu, maire de Dijon, était du voyage. Donc, à Mayence. Et on a vécu un très grand moment. Et c'est ainsi que j'ai commencé à 13 ans à découvrir l'Allemagne, je ne connaissais pas. Et ça m'a valu des amis que j'ai gardés et que je garde encore aujourd'hui. Et c'est là que j'ai découvert toute cette influence française qui est encore perceptible de ce côté du Rhin. Aujourd'hui, ce que les Français n'imaginent pas. Quand on va de Mayence à Wiesbaden, on passe de Rhénanie-Palatinat à la Hesse. Et la Hesse, c'est une autre région. Mais quand on traverse le pont, on ne voit pas de différence. Et pourtant, les différences sont énormes. Un notaire du côté du mauvais côté du Rhin, comme on dirait en anglais, mais disons du côté allemand du Rhin, jusqu'à Wiesbaden, hein, eh bien, un notaire, il obéit au code Napoléon. Alors qu'un notaire qui est de l'autre côté du pont, c'est tout à fait autre chose. Ils ne font pas le même métier du tout dans le même pays. Et ça, c'est une chose que les Français ne comprennent pas. On a une vision de l'Allemagne qui, malheureusement, n'est pas la réalité. Et donc maintenant, vous savez à qui c'est dû. Voilà. Alors, À Montgelas. À Montgelas, voilà. C'était des départements rive gauche du Rhin de la Bavière. Ben écoutez, nous avons appris beaucoup de choses sur Montgelas. Je vous en remercie parce que pour avoir été étudiant en Bavière, à l'époque, je ne m'étais pas intéressé à Montgelas, mais depuis que j'en entends parler, je me rends compte que tout le monde connaît, alors qu'ici, personne ne va... tous les gens que je connais en France, il n'y en a pas un qui connaît ce nom-là, même pas en Savoie d'ailleurs. Bon. Et pourtant, ça a été un des deux plus grands hommes d'État allemands, un Français. Bon, on a eu, nous, des hommes d'État Premier ministre en France, il y a eu un Italien, mais il y en a eu un. Bon, eux, ils ont eu quand même beaucoup d'étrangers. Tout à l'heure, on aurait pu parler également de celui qui a été le maréchal, qui était le français Barthélemy, qui a été le chef d'état-major de l'armée bavaroise. Donc, je veux dire par là que, et eux, ils étaient là, je veux dire, positivement. Alors que, il y a une autre partie de Français qui est plus connue, c'est lorsque la France a révoqué l'édit de Nantes, qui a été la pire faute de son histoire, la pire faute politique. Eh bien, l'Allemagne, à l'époque, a su accueillir ces protestants, ces huguenots, et j'ai même fait un jour un sujet pour la télévision là-dessus, ils avaient le droit de vote. C'est-à-dire qu'il y avait les gens de la région qui votaient normalement, les gens qui payaient les impôts localement qui votaient également, comme aujourd'hui, moi je vote à Berlin, bon, je vote aux élections municipales, mais il y avait même une communauté spéciale et une mairie spéciale pour les huguenots. Et Hitler n'a pas touché à cela. Bon, c'est vrai que du côté bavard, du côté de Bade-Württemberg, du côté de l'Alsace, il y avait jusque dans les années, disons, 38-39, des villes, des villages où l'on parlait encore le français, on maintenait le français. Ça a été supprimé. Mais si on va à Berlin, place de Gendarmemark, qui est une des plus belles places de Berlin, on voit l'église de France. Hitler n'y a jamais touché. Tout était écrit en français. C'était les protestants. Ici, on voit la place Savigny, mais ces gens-là qui ont un nom français, contrairement à la Bavière, sont des gens qui ont pratiquement tous fait la guerre contre la France parce qu'ils ont été chassés. Alors, je le dis malheureusement, non pas comme membre de l'Union des Français à l'étranger, mais comme, disons, expatriés français. Il y a 3 catégories d'expatriés français. Il y a ceux qui ont été oubliés, il y a ceux qui ont été trahis, et puis les autres. Mais les autres qui ont été soutenus par Paris, on les voit jamais. Donc, comme expatriés vous-même en Bavière, entre nous sommes contents d'avoir le système de protection au niveau de la santé allemand. Oui. Et au niveau de la vaccination, merci encore, monsieur de Montgelas, parce que la vaccination obligatoire, c'est un Français qui l'a faite en Allemagne. Et BioNTech, vous savez que c'est le capital est bavarois. Absolument. Jean-Michel. Eh bien, tout simplement pour vous dire,
Oui, allez-y. Oui, non, pour faire le lien des Huguenots avec la Bavière, est-ce que Monsieur Dumont sait quelle est la ville nouvelle de Bavière qui a été créée pour accueillir les Huguenots? Non. Erlangen. Ah oui, oui, attendez, Erlangen, je sais Ah, parce que c'est là que j'ai fait un reportage. Bon. voilà. Et Erlangen est jumelé avec le Chesnay, où j'ai passé quand même 15 ans. Bon. Mais Erlangen, c'est vrai. Hein, Et jumelé à Rennes. Erlangen est jumelé à Rennes. pardon, j'ai habité Rennes, À jumelé à Rennes, Rennes. oui. Oui. Hmm. Bon. Mais, Oui, donc c'est une ville nouvelle créée par le margrave à l'époque d'Antbar pour accueillir, uniquement pour accueillir les Huguenots, parce qu'il était évidemment intelligent, cet homme d'État. Il s'est dit, ce sont que des gens intelligents que la France chasse, que les Huguenots étaient des gens développés, artisans et autres, et donc il a bénéficié de ça, et il a donné la gratuité fiscale, donc c'était un attrait fiscal qu'il a, qu'il a instauré dans cette ville nouvelle pour attirer les artisans qui ont développé la tapisserie, la cordonnerie, en fait tous les métiers de l'époque, la joaillerie, etc. Et c'est resté, si vous voulez, toujours marqué par cette époque. Erlangen, nous avons un institut français là-bas. Nous avons la ville a évidemment toujours des liens particuliers avec le consulat, avec la France, et donc c'est quand j'évoquais les liens historiques à caractère religieux, on peut rattacher les Huguenots à cela. Avec la Bavière, où ça s'est développé, il y a aussi Bayreuth, il y a plusieurs villes où les Huguenots ont été accueillis. Il y a plusieurs foyers, mais l'essentiel, c'est Erlangen, où c'est une ville complète qui a été créée, et Bayreuth, où il y a eu des familles qui ont été accueillies. Il y a toujours alors, des noms français qui restent de descendants Mangin, par exemple. Ils disent Mangin ici, mais c'est Mangin. Alors messieurs, je suis comme souvent absolument désolé de devoir interrompre de si beaux propos. Nous en avons énormément appris sur une région qui ne compte pas que l'événement qu'est la fête de la bière quand elle peut avoir lieu, où la légendaire désormais Sissi, si bien incarnée au cinéma il y a déjà longtemps par Romy Schneider, mais régulièrement resservie par nos télés françaises. Nous avons compris qu'il s'est passé et qu'il se passe encore beaucoup de choses en Bavière. Merci Monsieur Pierre Wolf, merci à vous Joël François, et je ne doute pas que nous ayons le plaisir de vous réaccueillir très prochainement parce que nous l'avons bien compris, vous avez encore beaucoup de choses à nous faire découvrir. Merci à vous aussi, et volontiers. à bientôt. La Voix du Béarn, la radio qui donne aussi la parole aux Français du bout du monde.